Je m'appelle Céline Dubois et j'ai 32 ans. 6 jours après avoir donné naissance à ma fille, j'ai signé chez le notaire les papiers d'une maison pour laquelle j'économisais depuis mes 24 ans, une petite maison de ville avec des volets bleus rue des Mésanges, disposant d'une balancelle sur la terrasse et d'une chambre d'enfant déjà peinte aux couleurs des feuilles printanières. J'ai franchi la porte d'entrée en portant ma fille Camille, enveloppée dans une couverture que ma grand-mère avait tricotée, et je suis restée debout dans le salon vide à pleurer, non pas de tristesse, mais parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose était entièrement et totalement à moi. Pas de colocataire pour mes années étudiantes, pas de propriétaire exigeant, pas le nom d'un ex-petit ami sur le bail, juste moi, ma fille, et 4 murs qui ne devaient rien à personne. Je veux expliquer pourquoi cette maison comptait autant, car ces raisons sont essentielles pour comprendre ce qui a suivi. Puisque j'ai grandi dans un pavillon où je ne me suis jamais sentie chez moi. Même si j'y ai vécu pendant 18 ans. Ma mère, Chantal, estimait que tout espace qu'elle occupait lui appartenait par défaut, que ce soit sa maison, ma chambre. Ou, par la suite, ma propre vie. Quand j'ai pris mon indépendance après le baccalauréat à 18 ans, je me suis promis qu'un jour je construirais quelque chose qu'elle ne pourrait pas toucher. Acheter cette maison seule, en tant que mère célibataire avec un nouveau-né, grâce à un crédit immobilier obtenu uniquement sur mes revenus de responsable logistique, sonnait comme l'aboutissement de cette promesse. La première nuit dans la maison fut calme, de ce silence particulier que seules possèdent les habitations fraîchement peintes et sans meubles. J'avais un matelas posé à même le sol de ma chambre, un berceau à côté, et un carton de vaisselle que je n'avais pas encore déballé. Camille dormait par tranches de 3 heures, et entre 2 biberons, je m'asseyais sur la balancelle dans l'obscurité, la berçant, écoutant ce quartier de banlieue que je ne connaissais pas encore s'installer dans ces bruits nocturnes. Vers 23 heures, mon téléphone a sonné, c'était ma mère, et j'ai décroché en pensant qu'elle voulait prendre des nouvelles du bébé. Au lieu de cela, sa voix a résonné d'un ton neutre et expéditif, comme si elle lisait une liste de tâches. Et elle a déclaré, « Nous emménageons demain, je n'accepte aucune règle concernant ma petite fille. » Je suis restée assise sur la balancelle, le petit poids de Camille contre ma poitrine, et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, car j'avais sûrement mal entendu. Elle a répété plus lentement cette fois, comme si j'étais celle qui manquait de bon sens, et a précisé qu'elle avait déjà dit à mon beau-père Gilles de commencer à charger le camion de location. Elle a affirmé que les grands-parents n'avaient pas besoin de permission pour être près de leurs petits-enfants, et que toutes les règles que j'essaierais d'imposer sur les heures de visite, le bruit ou la façon de s'occuper de Camille étaient des règles qu'elle n'avait nullement l'intention de respecter. Puis, elle a ajouté la phrase qui m'a glacé le sang, « La famille de ta sœur vient aussi, ta sœur Béatrice, son mari, et leurs 2 enfants de 7 et 4 ans, il y a plein de place, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds dans cette maison et n'ait aucune idée du nombre de pièces. » Quand j'ai essayé d'expliquer que j'avais besoin de calme, que je devais me remettre de l'accouchement, et qu'un nouveau-né dans une maison pleine de membres de la famille venus à l'improviste n'était compatible avec aucune forme de convalescence, elle m'a coupé. « Si ça ne te plaît pas, pars, a-t-elle lancé, comme si j'étais l'invité dans une maison que j'avais achetée et dont l'acte de propriété portait mon nom. Je n'ai pas cherché à discuter, et je tiens à être clair là-dessus, car en 32 ans, débattre avec ma mère n'avait jamais rien produit d'autre que de l'épuisement et une version réécrite des événements où j'étais toujours la coupable. J'ai dit d'accord d'une voix si calme que cela m'a surprise moi-même, et j'ai raccroché. Camille s'est agitée contre ma poitrine, j'ai regardé le jardin plongé dans l'obscurité et la lumière de la terrasse qui projetait un petit cercle jaune sur les marches,
et quelque chose en moi est devenu extrêmement calme et lucide. Je ne l'ai pas rappelé, je n'ai pas envoyé de SMS furieux, au lieu de cela, j'ai passé 3 appels téléphoniques avant minuit. Ensuite, je suis restée assise sur cette balancelle jusqu'à près de 2 heures du matin, imaginant précisément à quoi ressemblerait l'arrivée de ma mère le lendemain, et ce qui l'attendrait. Exactement quand elle franchirait ma porte d'entrée. Le lendemain matin, dès 7 heures, j'avais déjà pris ma douche, nourri Camille et mis de vrais vêtements pour la première fois depuis la maternité. J'ai préparé du café dans une cuisine à moitié déballée et j'ai posé 2 tasses sur le plan de travail, même si une seule d'entre elles m'était destinée. À 9h40, j'ai entendu le bruit d'un moteur de camion et la voix de Gilles dans l'allée, suivie par celle de ma mère qui donnait déjà des instructions dans le vide sur l'endroit où iraient les meubles. J'ai entendu des portières de voiture, des voix d'enfants, et Béatrice disant à son plus jeune fils d'arrêter de courir vers les parterres de fleurs. Je me tenais dans le vestibule, Camille endormie dans le porte-bébé contre ma poitrine, et je regardais par la fenêtre ma mère monter les marches de la terrasse en premier, des clés tintant dans sa main comme si elle croyait déjà en posséder un double. Gilles la suivait en portant un carton, tandis que la famille de Béatrice traînait derrière avec des valises comme s'ils s'enregistraient dans un hôtel de la côte. Ma mère a attrapé la poignée sans frapper, exactement de la même manière qu'elle le faisait quand j'étais enfant. Car l'intimité était un concept qu'elle n'avait jamais respecté. Elle a poussé la porte, est entrée avec cette même certitude inébranlable sur le visage, puis s'est arrêtée si brusquement que Gilles lui est rentré dedans. Béatrice, juste derrière eux, s'est tue au milieu de sa phrase, et ils se sont tous figés sur le pas de la porte, dévisageant ceux qui les attendaient à l'intérieur. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée, puis rouverte, car debout dans mon salon, dans cet espace où elle s'attendait à trouver une maison vide prête à accueillir ses meubles, se trouvaient 3 personnes qu'elle n'avait jamais prévues. Le frère aîné de mon père, mon oncle Denis, était assis calmement sur le seul fauteuil que je possédais, un dossier sur les genoux. À ses côtés tenait une femme que j'avais engagée la semaine précédente, une avocate nommée Maître Valérie Moreau, spécialisée dans les litiges immobiliers et le droit de la famille. Et adossée à l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés, se trouvait Roxane, une serrurière que j'avais appelée à 8 heures du matin, sa boîte à outils encore ouverte sur le sol à l'endroit où elle venait de terminer de changer les cylindres de toutes les portes de la maison. Ma mère a vite repris ses esprits, comme elle le faisait toujours, transformant sa confusion en indignation en s'exclamant « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Tout en regardant Denis comme si sa seule présence était une trahison, étant donné qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis près de 10 ans après qu'il eut pris le parti de mon père lors de leur divorce. Denis ne s'est pas levé et n'a pas élevé la voix, il a simplement ouvert le dossier et déclaré qu'il était là en tant que témoin à ma demande, car il voulait voir par lui-même si les choses que je lui avais racontées sur elle au fil des années étaient vraies. Maître Moreau s'est avancé avant que ma mère ne puisse répondre, se présentant et expliquant avec le ton calme et posé de quelqu'un qui a prononcé ce même discours de nombreuses fois, que cette maison était exclusivement à mon nom. Que personne n'avait le droit légal de l'occuper sans mon consentement, et que toute tentative continue d'y introduire des affaires serait considérée comme une violation de domicile. Ma mère s'est alors tournée vers moi, puisque se disputer avec un avocat n'avait jamais joué en sa faveur, et a hurlé « C'est ma petite fille, tu n'as pas le droit de me l'enlever. » Je lui ai répondu aussi fermement que possible, avec Camille toujours endormie contre ma poitrine, que personne ne privait qui que ce soit de Camille. Ce que je n'autoriserai pas, en revanche, c'est que les premières semaines de vie de ma fille nouveau-née soient accaparées par une horde de gens venus à l'improviste, qui n'avaient pas demandé une seule fois si j'allais bien,
mais qui m'avait uniquement informé de ce qu'il comptait faire. Je lui ai rappelé l'appel téléphonique, ces mots exacts selon lesquels elle n'acceptait aucune règle concernant sa petite fille, et je lui ai dit que ces seuls mots justifiaient la présence d'un serrurier chez moi depuis 8 heures du matin. Gilles a essayé d'adoucir la situation, posant le carton qu'il tenait et suggérant que nous devrions peut-être tous nous asseoir et en discuter en famille. Béatrice, toujours près de la porte avec ses 2 enfants jetant des coups d'œil derrière ses jambes, apparut gênée pour la première fois, regardant les valises qu'elle avait visiblement préparées pour ce qu'elle croyait être un long séjour. J'ai regardé ma sœur et pendant un instant, quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion est passé entre nous, car je ne pense pas qu'elle avait pleinement saisi ce que notre mère avait réellement fait avant de voir la camionnette de la serrurière encore garée sur le trottoir. Mais la compassion n'allait pas effacer le fait qu'elle avait débarqué avec toute sa famille en s'attendant à s'installer dans une maison pour laquelle j'avais saigné et économisé. Ma mère n'en avait pas fini, elle a affirmé que j'étais cruelle, que je la punissais de s'inquiéter pour moi, et qu'aucune fille dotée d'un cœur digne de ce nom ne mettrait sa propre mère à la porte quelques jours après avoir accouché. Je l'ai laissé terminer, puis je lui ai dit la vérité le plus simplement du monde, se soucier des autres ne ressemble pas à un ultimatum, et l'amour ne s'annonce pas avec des camions de déménagement, des valises et le refus de respecter la moindre limite. Je lui ai expliqué que j'avais passé ma vie entière à m'effacer pour son propre confort et que Camille n'allait pas grandir en me regardant faire la même chose. Maître Moreau est de nouveau intervenu pour expliquer calmement qu'une présence prolongée sur la propriété pourrait entraîner le dépôt officiel d'une plainte pour intrusion à la gendarmerie dans l'après-midi, et qu'elle recommandait vivement à tout le monde de retourner à ses véhicules. Il y a eu un long silence, le genre de silence qui s'étire jusqu'à ce que quelqu'un finisse par craquer en premier. C'est Gilles qui a bougé, doucement, reprenant le carton et guidant ma mère par le coude vers la sortie. Elle a résisté un instant, me dévisageant comme si elle s'attendait à ce que je cède comme je l'avais toujours fait, mais quand je ne l'ai pas fait. Quand je suis simplement restée là avec ma fille endormie et mes nouvelles clés dans la poche, quelque chose a changé sur son visage. Pas pour de la compréhension, mais pour cette fureur particulière de quelqu'un qui réalise pour la première fois que le moyen de pression sur lequel elle s'appuyait depuis 32 ans avait fini par s'épuiser. Béatrice a ramené ses enfants vers leur voiture. Sans un mot de plus, me jetant un dernier regard indéchiffrable avant de partir. Quand l'allée fut vide et que le bruit des moteurs se fut estompé dans la rue des Mésanges, je suis restée sur ma terrasse avec Camille, Denis à mes côtés. Maître Moreau rassemblant ses dossiers et Roxane verrouillant silencieusement sa boîte à outils. J'ai regardé la maison, ma maison, celle où plus personne ne pourrait jamais entrer sans y avoir été invité, et pour la première fois depuis mon accouchement, j'ai senti s'installer dans ma poitrine quelque chose que je ne pourrais décrire que comme de la paix.